Cette épidémie qu'on appelle aujourd'hui pandémie, hein, c'est une différence d'échelle je crois entre les deux, a commencé en Chine. Alors après, il semblerait que ce virus, qui est un virus de synthèse, qui serait le collage de deux virus, je ne suis pas un spécialiste, mais enfin il y a tout sur internet quand même, aurait été fabriqué vers 2015, je crois, dans un laboratoire de niveau 4 aux États-Unis. Alors après, pourquoi il y a ce genre de recherche, je ne sais pas si c'est dans un but de progrès de la médecine ou dans un but de guerre bactériologique, hein, c'est difficile à dire. Deuxièmement, est-ce que ce virus a été collé aux Chinois par accident? Je crois qu'il y a eu des Jeux Olympiques militaires en Chine avec des présences de soldats de pas mal de pays. D'ailleurs, les Français ont fini beaucoup mieux classés que les Américains. Mais il semblerait que le contaminé 0 ou 1, je ne sais pas comment on appelle, soit un soldat américain qui serait allé participer à ces épreuves sportives en Chine, là où a démarré l'épidémie. Donc, il y a des conjectures hein, qui sont plus ou moins complotistes, mais qui peuvent être complotistes. Hein. Difficile de dire si c'est un accident, lié quand même à des manipulations d'apprentis sorciers, si c'est le résultat d'une guerre économique entre les États-Unis et la Chine est en train de prendre le leadership mondial, et peut-être que le seul moyen d'attaquer un ennemi d'1,3 milliard d'habitants, c'est peut-être la guerre qu'on appelle bactériologique, peut-être qu'on peut appeler virologique. Donc toutes les hypothèses sont sur la table. Ce qui est sûr, c'est que les Chinois ont pris cette épidémie très au sérieux, et ils ont fait une démonstration, je dirais, d'efficacité et de force de l'État central, qui a créé des hôpitaux de campagne instantanément, qui a fait de la détection massive, du traitement assez rapide. Les Chinois sont très bons hein, en virologie, et on le verra plus tard, ils ont fait à peu près tout le contraire de ce que nous avons fait, nous, Européens. Quand je parle d'Europe, c'est les nations européennes majeures, France, Italie, Allemagne, Angleterre, etc. Et ils ont plus ou moins réglé le problème. Alors après, j'ai lu une thèse de Thierry Messant, parce que je regarde à peu près toutes les théories. Ce traitement très radical de l'épidémie peut aussi s'expliquer de manière politique. Il y a toujours un volet médical, on va dire, et un volet politique. Puisqu'on voit bien que le nouveau président chinois a un peu tourné le dos au nouvel ordre mondial et essaye de rejouer la carte de l'empire chinois, et qu'il y a des résistances régionales, et que aussi cette manière très militaire et brutale et efficace de gérer l'épidémie dans cette région était aussi une démonstration et une reprise en main politique. Pensez effectivement à comment Staline pourrait réagir à un moment donné, ou comment Mao a réagi à un moment donné au nom de la révolution culturelle chinoise pour reprendre la main. Donc il y a aussi dans cette gestion apparemment un peu radical et donc catastrophiste de la question, il n'y a pas qu'un volet qui démontrerait la gravité de l'épidémie, il y a aussi un pouvoir chinois qui a changé, c'est-à-dire la présidence à vie pratiquement du nouveau président, et qui a fait une démonstration de force pour mettre au pas une région peut-être un peu dissidente. Ça, c'est la thèse de Messant, et elle est très intéressante. N'oubliez pas que la Chine, comme les États-Unis, même comme la Russie, qui sont des pays avec une dimension impériale, ou même l'Iran, ne sont pas des pays monoblocs politiquement. Nous, on a tendance à se dire la Chine sait, les États-Unis sait. On voit bien qu'aux États-Unis, il y a le pouvoir profond et Trump qui se bat contre tout en faisant des concessions, etc. C'est complexe et composite. En Chine, c'est pareil. Hein. C'est pas monolithique. La manière de réagir par rapport à une épidémie virale est liée aussi aux spécificités du pays. Ça il ne faut pas l'oublier. La Chine est un pays surpeuplé. Hein, c'est un pays de promiscuité. Pour ceux qui voyagent en Chine, moi j'y suis déjà allé, en dehors de périodes épidémiques, vous voyez dans les transports en commun et dans la rue, où c'est incroyablement dense, des gens qui portent des masques. Dès que quelqu'un est un peu malade, il porte un masque. En France, on n'a jamais vu ça. Et c'est d'ailleurs un peu inquiétant. Mais ça existe tout le temps en Chine depuis sans doute des années. La dernière fois que j'y suis allé, puisque j'ai transité par Pékin pour aller en Corée du Nord, il y avait des gens avec des masques dans les transports en commun, à la gare, à l'aéroport, etc. Donc les Chinois ont une gestion très dure d'une épidémie parce qu'ils ont une très forte concentration de population. C'est évident à comprendre. Si vous regardez la Russie, la problématique est exactement l'inverse. D'un côté, vous avez 1,3 milliard, peut-être même 1,5 milliard d'habitants sur un territoire, et de l'autre côté de la frontière, vous avez 150 millions d'habitants sur un espace 2 fois plus grand, hein, je crois. Ben bon, même s'il y a des zones inhabitables. Mais donc, la gestion de l'épidémie par les Russes n'est pas du tout la même. Elle est la même dans on va dire Moscou, Saint-Pétersbourg, mais il y a des tas d'endroits où de toute façon, une épidémie compte tenu du climat et de la densité d'habitants au kilomètre carré n'a aucune chance de se répandre. Donc c'est pareil.
réfléchissons toujours avec je dirais ce que j'appelle, c'est un des sujets de mon prochain livre, de la logique concrète et pas de la logique formelle totalement abstraite. Un virus ne se répand pas de la même manière en Chine qu'en Russie, en ville, qu'en banlieue, compte tenu de l'incivilité générale, et qu'à la campagne. Vous voyez, voilà. Moi, dans la synthèse que je fais, c'est j'essaye de vous donner, c'est ce qu'on me demande, le plus d'éléments possible pour penser intelligemment. Et penser intelligemment, c'est le contraire de la pensée hystérique et de la pensée émotionnelle, qui fait que récemment, j'ai demandé à un membre pourtant éminent d'égalité et réconciliation de partir et de reprendre ses billes, parce que je pense que l'hystérie et l'émotionnel, quand il n'est pas contenu, n'est pas compatible avec la pensée rigoureuse. Voilà. Et nous, on est là pour penser. Eh bien, la gestion en France est calamiteuse, à l'image du pouvoir français et de ce que subit la France depuis des années, à l'image de son président. Il suffit de comparer le président chinois, le président russe et Macron, et on voit que la France est en voie d'effondrement terminal. Ça se voit. Pas que par lui, il faut voir comment elle s'appelle, celle qui représente le gouvernement, là, l'espèce d'africaine en pyjama, Chiappa, enfin je veux dire, on est dans l'effondrement intégral. Personnellement, j'ai honte de cette représentation de la France, et j'espère qu'au moins cette crise du coronavirus permettra à un moment donné, je dirais, un saut révolutionnaire, hein, parce que si on n'en arrive pas là, la France est réellement en voie d'effondrement terminal. Hein. C'est ça qu'il faut bien réaliser. Je pense que grâce à la crise actuelle, les gens le réalisent pas mal. Hein. Ce qui est, à mon avis, scandaleux, c'est la gestion de l'épidémie. Dans un premier temps, le gouvernement nous a dit qu'il n'y avait pas de problème. Ils ont même fait une démonstration. Le couple présidentiel va au théâtre. Buzyn nous dit que c'est très peu dangereux. On fourgue les masques. On se débarrasse des masques alors que normalement il faudrait avoir les stocks. Il semblerait que si on suit l'exemple efficace des Chinois, des Sud-Coréens, qui ont montré qu'ils avaient été capables de juguler une épidémie alors qu'ils ont une très forte densité de population, comme je vous le dis. La stratégie rationnelle, intelligente et qui correspond à la médecine moderne, c'est pas le confinement à l'aveugle généralisé, mais la détection systématique des positifs, leur isolement sélectif et leur traitement immédiat et très tôt, hein, puisque c'est là qu'on peut traiter pas cher, avec des dégâts qui sont pas trop graves sur le plan pulmonaire, et surtout qui ne demandent pas des équipements énormes. On a cette solution qui est proposée par un virologue de premier plan en France qui s'appelle le professeur Raoult, qui n'est pas à Paris, mais qui est à Marseille, ce qui est déjà, on voit bien qu'il y a une lutte entre, on va dire, le peuple derrière Raoult, peuple du bon sens, et puis le gang Buzyn, Lévy et toute la clique, qui représente Big Pharma, le nouvel ordre mondial et la communauté parasitaire et prédatrice qu'on retrouve à peu près dans tous les problèmes à chaque fois, que ce soit les problèmes de dette bancaire, problèmes d'immigration et de mixité forcée, problèmes de destruction de l'éducation nationale, problèmes de disparition des libertés publiques par la réintroduction, comment dirais-je, du délit d'opinion, etc. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'au lieu de prendre le taureau par les cornes et de faire comme le professeur Raoult le préconise, comme l'ont fait les Coréens et comme l'ont fait les Chinois, efficacement. Donc on a la preuve que ça marche. Parce que là, on n'a pas besoin de faire des évaluations de 6 semaines, sachant que la progression du virus, compte tenu de l'attitude qu'on a eue au début et du retard qu'on a pris, elle est pour l'instant exponentielle. Donc c'est-à-dire attendre 6 semaines pour mettre en place le traitement à l'hydrochloroquine, par exemple, c'est jouer la carte de l'extension exponentielle de la pandémie. Et là, on pourra peut-être faire remarquer que l'oligarchie a un double intérêt à la pandémie. D'abord parce qu'eux ne veulent pas un traitement par l'hydrochloroquine qui est pas cher, hein, et qui est déjà disponible et sur lequel il n'y a pas de pognon à gratter. Eux, en tant qu'agents de Big Pharma, veulent aller vers un vaccin vendu cher et obligatoire, et avec peut-être même puçage à la clé. Et puis que d'autre part, il y a encore un volet encore plus dégueulasse, c'est ce qu'on a appelé les pandemic bonds. C'est qu'en fait, il y a un enjeu de pognon. La Banque mondiale émet ses obligations pandémiques, achetées par des investisseurs, hedge funds, fonds de pension, gestionnaires d'actifs. En échange, ils encaissent jusqu'à 12% d'intérêt. Intérêt versé par des pays donateurs. Durée de ces obligations, 3 ans. Elles arriveront à échéance le 15 juillet 2020. S'il n'y a pas de pandémie d'ici là, les investisseurs touchent les intérêts et récupèrent en plus leur mise de départ. S'il y a une pandémie,
le versement des intérêts est stoppé et l'investisseur perd sa mise de départ qui sera reversée en partie aux pays qui en font la demande. Jusqu'ici, le système profite aussi, voire surtout, aux investisseurs. Ils ont d'ores et déjà touché une centaine de millions de dollars d'argent public sous forme d'intérêts. Leur mise de départ, par contre, n'a pas été entamée. Malgré plusieurs crises épidémiques, notamment d'Ebola, jamais aucun centime de ces pandemic bonds n'a été débloqué. Pourquoi ? Parce que le diable se cache dans les détails de ces 386 pages de clauses complexes. Alors là, c'est un peu complexe. Allez sur Internet, on mettra les liens. Vous verrez donc que, je le dis clairement, dans la gestion catastrophique, pour parler de l'État français, on parlera après de la situation spécifiquement italienne, la manière dont le pouvoir français gère la pandémie par le confinement généralisé, à l'aveugle, sans discernement et sans traitement efficace et sans traitement rapide, compte tenu du fait que les hôpitaux qui ont été détruits, je rappelle, par les règles de l'Union européenne, sont forcément immédiatement saturés et que les services publics sont en lambeaux et qu'on ne peut pas faire face, le pouvoir joue objectivement, la carte de l'extension de la pandémie et la destruction de l'économie. Et quand on parle de destruction de l'économie, c'est destruction de l'économie d'abord des PME, hein. Parce que même si on nous parle après de renflouer, on voit bien déjà qu'il y a de la création de faux argent, la BCE se met à faire comme fait la Fed, fabriquer des centaines de milliers de dollars sortis de nulle part. On sait très bien que par le too big to fall, ce qui sera renfloué dans un premier lieu, c'est les banques, qui sont, je le rappelle, en faillite de terminale depuis 2008. Donc on voit bien aussi là que la pandémie permet d'habiller d'une cause virale un effondrement économique qui était en train de s'effectuer maintenant même, hein. Défaut de paiement de l'État libanais, guerre des pétroles. Et ça, il suffit de regarder les vidéos de Jovanovic, hein, ça fait des années qu'il annonce que nous n'avons pas répondu, enfin les États, le pouvoir au-dessus des États n'a pas répondu rationnellement à la crise de 2008, et que cette crise ne fait que s'aggraver par l'injection de faux argent, et qu'à un moment donné, on est dans un phénomène de bulle qui doit forcément péter, avec une nécessité de ce qu'on appelle un reset terminal, c'est-à-dire que l'économie réelle est en contraction depuis des années, il suffit de regarder le nombre de magasins fermés et qui ne trouvent pas repreneurs dans les beaux quartiers de Paris, hein, il y en a plein, donc ça c'est un signe objectif, et qu'à un moment donné, il va falloir remettre en rapport la bulle financière et la contraction réelle de l'économie qui se poursuit et s'aggrave depuis 2008. Ça veut dire à un moment donné qu'il y a une disparition immédiate de richesses, peut-être de 30% des richesses numériques annoncées mondiales, hein. Et là, on peut se dire que ce virus sert aussi à ça, hein. Et si on va aller encore un peu plus loin dans le complotisme vicieux, et je pense qu'on peut y aller, tuer l'économie en France, comme d'ailleurs en Italie, c'est tuer les PME. Tuer les PME, c'est tuer la classe moyenne. Tuer la classe moyenne, comme je l'ai dit dès le début des Gilets jaunes, c'est tuer les Gilets jaunes à potentialité révolutionnaire. Rappelez-vous la fin de la République de Weimar, ce qui s'est passé dans les années 30. La classe révolutionnaire, c'est la classe entrepreneuriale, c'est la classe moyenne, hein. Et pour l'instant, les Gilets jaunes n'ont pas été super efficaces parce qu'ils ont été d'abord un mouvement de déclassés sociaux, c'est-à-dire de petits salariés et même de sous-prolétaires, et qu'ils ont été très vite pourris par du parasite pur, c'est-à-dire de l'étudiant et du black bloc. Et j'ai toujours dit, la phase révolutionnaire, c'est quand ce prolétariat gilet jaune s'allie à une classe moyenne gilet jaune. Or, de jouer la destruction de la classe moyenne, d'ailleurs, c'est reculer pour mieux sauter, et c'est à double détente, c'est peut-être foutre en l'air une classe qui est sur le point de se révolter contre le pouvoir profond français, hein. Alors peut-être que là, l'oligarchie, qui elle est très liée à la multinationale mondiale et au système bancaire, qui eux se sauvent parce que c'est eux qui profitent de la fabrique de faux argent, se disent il faut tuer la classe moyenne avant qu'elle ne nous tue. Vous voyez, il y a toutes ces dimensions d'analyse qu'il faut mettre en coordination, et toutes ces pistes sont possibles, hein, voilà. Alors, entre le peu complotiste, qui veut dire on est dans le n'importe quoi généralisé parce qu'il n'y a plus de pouvoir, il n'y a plus d'élite, et la situation est le reflet d'un effondrement, ou alors, si on pousse le curseur de l'autre côté, l'ennemi et nos dominants savent ce qui se passe, ont très peur en fait de la colère légitime du peuple et de se les prendre dans la gueule, et en ce moment ils massacrent le peuple en jouant la carte de la pandémie, la carte de la destruction de l'économie et des classes moyennes, pour affaiblir au maximum un peuple qui à un moment donné va se retourner contre eux, hein. Voilà, je pense que ça ne peut pas être plus clair, hein.